Après avoir prêté serment le 16 février devant le Conseil constitutionnel, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi ce mercredi président du Faso. Une investiture qui intervient au lendemain de l'adoption de la charte de transition. Le président du Faso est très attendu sur le chantier de la sécurité. En Ukraine, les étudiants burkinabés sont livrés à eux-mêmes pendant que plusieurs pays africains tentent de rapatrier leurs ressortissants. Fort heureusement, ces derniers ne s'apitoient pas sur leur sort. La plupart des étudiants burkinabés ont pu joindre la frontière avec les moyens de bord. Des images et des témoignages dans ce 20h. Et puis au Mali, les autorités de la transition sont plus que jamais décidées à lutter contre la dilapidation et l'atteinte aux deniers publics. Engagement réaffirmé lors de l'ouverture de la 6e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption, intervenue hier à Bamako. Durant une semaine, la jeunesse aura droit à des panels sur la corruption. Voilà pour le sommaire de notre 3e rendez-vous de 20h de la semaine. Bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous. Après la validation de la charte de transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est investi dans ses fonctions de président de la transition ce 2 mars. C'était au cours d'une cérémonie marquée par un seul temps fort, celui du port de collier de grand maître des ordres burkinabés. Investi désormais des pleins pouvoirs du président du Faso, le président de la transition est très attendu sur le chantier de la sécurité. Michael Togri, images et commentaires sur cette cérémonie d'investiture. 2 semaines après sa prestation de serment, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est investi président de la transition ce 2 mars après la validation de la charte de transition. En présence du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso, des forces vives de la nation et des présidents d'institutions, le lieutenant-colonel a reçu les attributs de grand maître des ordres burkinabés. Fini les cérémonies et place maintenant au travail pour refonder et restaurer le Burkina Faso. Telle est la vision de quelques invités. Le président Damiba a du pain sur la planche et à partir de ce matin, les Burkinabés l'attendent à l'œuvre. Dans le cadre de la reconquête du territoire national, toutes les personnes déplacées internes puissent rejoindre leur localité d'origine. Les gens s'impatientaient par rapport donc au fait qu'on n'a pas encore depuis 1 mois nos organes de la transition et les assises nationales donc ont amendé et validé la charte de la transition et son excellent monsieur le président Paul-Henri Sandaogo Damiba à travers cette investiture prend les pleins pouvoirs et il a le quitus donc du peuple burkinabé pour pouvoir travailler et pouvoir sortir le Burkina Faso de l'ornière. Avec cette cérémonie d'investiture, le lieutenant-colonel président de la transition, Paul-Henri Damiba, a 36 mois pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Durant cette période de transition au Burkina Faso, la mission du président du Faso investi sera entre autres de débarrasser le pays des groupes armés, réconcilier les Burkinabés et lutter contre la corruption. Ensemble des doses où qu'il se trouve au Burkina Faso et se lever, donner la main pour accompagner les autorités de la transition au président Damiba. Pour cette mission, c'est la sécurité. Et pour cela, ils ont vraiment besoin du temps et de notre soutien. Nous sommes tous interpellés afin de nous mobiliser davantage autour des organes et des personnalités qui vont diriger cette nouvelle ère, c'est-à-dire la transition. Nous n'allons jamais baisser les bras, de dire la vérité lorsque c'est nécessaire et de dire également ce qui ne va pas lorsque c'est nécessaire afin que les uns et les autres de façon collective et individuelle puissent jouer donc leur rôle qui est celle donc de la réussite de la transition. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a mis fin au régime du président Roch-Marc Christian Kaboré le 24 janvier dernier. Le 16 février, il prête serment en qualité de président du Faso devant les juges du Conseil constitutionnel. Ce 2 mars, Paul-Henri Damiba est investi président de la transition pour une durée de 3 ans. Voilà, le président du Faso est investi et le Burkina Faso dispose désormais d'une charte de transition qui servira de boussole pour les actions à mener durant les 3 années de transition. La version finale de la charte a été adoptée puis signée par le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, au cours de la cérémonie de clôture des assises nationales sur la refondation intervenue hier, 1er mars 2022. Retenons que plusieurs dispositions du projet de texte proposé par la commission technique ont été revisées. La substance donc de la charte constitutionnelle dans cet élément signé Cheikh Oumar Traoré. À ces assises nationales sur la refondation qui a vu l'adoption de la charte de la transition, plusieurs points du projet de texte soumis pour validation ont fait l'objet de vives discussions. Ces points d'achoppement ont abouti consensuellement à l'augmentation du nombre de gouvernements à 25 ministres maximum, 71 parlementaires en lieu et place de 51 et l'allongement de la transition à 36 mois.
Les membres du gouvernement et de l'Assemblée législative de la transition seront rémunérés conformément à un décret présidentiel qui sera pris à cet effet. Un autre aspect de la charte, plus précisément à son article 18, stipule que le gouvernement, à travers le Premier ministre, fait le bilan de l'action gouvernementale devant l'Assemblée législative chaque semestre. Cette seconde transition qui s'ouvre au Burkina Faso est placée sous la présidence du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, investi à cet effet ce 2 mars 2022. Son mouvement, qui est le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, cesse donc d'exister dès la mise en place des organes de la transition. En cas d'empêchement provisoire, son pouvoir est dévolu au Premier ministre qui est une personnalité civile comme le recommande la charte. Au pire des cas tels que la survenue d'un décès, ces prérogatives sont reversées au président de l'Assemblée législative de la transition pour la durée restante de celle-ci. Le président de la transition assure par ailleurs la présidence du Conseil d'orientation et de suivi de la transition. C'est l'un des organes de la transition qui fixe les grandes orientations politiques de l'État en matière de questions de paix, de stabilité et de sécurité nationale. Il est composé de personnalités civiles et militaires du MPSR et toute autre personne épousant les idéaux du mouvement. Sa composition, son organisation et son fonctionnement seront régis par une loi organique dans les jours à venir. La charte indique que la question du genre sera prise en compte dans la composition des organes de la transition. Cette transition, qui prendra fin avec l'organisation des différentes élections, exclut d'office le président de la transition et celui de l'Assemblée législative à y prendre part. Hormis ces deux personnalités, tous les autres membres de la transition peuvent être candidats aux différentes élections, même le Premier ministre. Rappelons que la charte de la transition, une fois validée, abroge l'acte fondamental du MPSR rendu public le 29 janvier dernier. Après l'adoption de la charte de transition au terme des assises nationales de la refondation, l'ex-chef de file de l'opposition politique burkinabé réagit après avoir participé aux débats qui ont abouti à l'adoption de cette charte. Eddie Komboigo appelle les autorités actuelles au travail et les populations à se mobiliser autour de ces dernières pour la sauvegarde et la restauration de l'intégrité territoriale. Fatima Tanikema nous en parle plus amplement dans ce reportage. Les assises nationales de la refondation connurent leur épilogue dans la nuit du 28 février au 1er mars 2022 à Ouagadougou, avec à la clé l'adoption de la charte de la transition. Mais avant, les débats entre participants ont permis d'apporter des amendements aux propositions faites par la commission technique. Et l'ancien chef de file de l'opposition politique burkinabé dit être en phase avec les changements opérés lors de ces assises. Notamment le temps accordé à la transition qui est passé de 30 à 36 mois. Si c'est le temps qu'il faut pour que l'on atteigne l'objectif premier, qui est la recherche de la paix, nous n'avons pas trouvé d'inconvénient, nous avons simplement recommandé fortement que les autorités prennent attache avec nos partenaires techniques et financiers et nos partenaires bilatéraux et multilatéraux de la sous-région, pour éviter que l'on s'enlise dans des sanctions inutiles qui vont desservir notre pays et appauvrir davantage nos populations. Le nombre de représentants du peuple à l'Assemblée nationale et de ministres a aussi connu une hausse. Selon le président du CDP, les représentants des organisations de la société civile OSC et des forces de défense et de sécurité FDS ont estimé qu'il est nécessaire d'augmenter leur quota, chose qui a été validée au cours de ces assises. Selon lui, les OSC ont vu leur quota passer de 7 à 13. Nous avions dans le projet 10 personnes représentant la classe politique. Ça a été ramené à 8. Mais là n'est pas le problème. C'est un coup d'État. Il n'y a pas de raison que les partis politiques se fassent la guerre pour avoir des postes pour ceci ou cela. L'esprit qui doit nous animer, c'est de dire que nous devons nous unir tous. Eddie Komboigo appelle donc les différentes couches sociales à taire leurs divergences afin de faire front commun avec les autorités de la transition. Selon lui, seule l'union des fils et filles du pays permettra d'atteindre l'objectif commun qu'est le retour de la paix. Je le disais il y a un instant, le projet de la charte de transition proposée par la commission technique a connu des réajustements avant d'être adopté, et cela après d'intenses débats au cours des assises nationales de la refondation. Les participants de la société civile se disent satisfaits au sortir des travaux et attendent de pied ferme la mise en œuvre de ce qui a été décidé lors de ces assises. On est reparti avec Fatima Tanikema. Fin des assises nationales de la refondation et adoption de la charte de la transition. Place maintenant au travail. Telle est l'attente de certains participants à ces assises nationales.
Anaïs Drabo, leader d'OSC, se dit confiante car ses préoccupations ont été prises en compte. Elle dit attendre des améliorations dans la gestion des personnes déplacées internes. Parce que c'est mon domaine. Je ne vais pas dire que c'est mon domaine, je vis au jour avec les PDI, je n'ai pas un chez moi. À Tougan, chez moi, au Sourou, on n'a pas un site de déplacés internes. Ça veut dire que Tougan n'est pas pris en compte. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ma bataille aujourd'hui, c'était ça. Qu'ils mettent un gouvernement en place rapidement, que je puisse aller, même si c'est m'agenouiller, demander au président Damiba qu'on mette un site de déplacés internes rapidement, parce que chez moi, ça ne va pas. Dr Aruna Louré est le porte-parole du mouvement Les Révoltés. En tant que participant aux assises nationales au titre de la société civile, il appelle les nouvelles autorités à mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour une transition réussie. Le problème du Burkina Faso depuis les indépendances, c'est la malgouvernance, c'est la corruption, c'est le népotisme. Il faut que nous prenions à bras le corps ces questions-là pour lutter sans pitié. Je dis bien sans pitié sur ces questions-là pour que nous puissions avancer. Parce que si nous arrivons à régler ce problème-là, les questions type insécurité, tout ce qui va avec, nous allons indirectement impacter positivement sur ça. Anaïs Drabo, elle, appelle les partis politiques à se remettre en cause durant cette transition et attendre les prochaines élections pour se présenter. Quant aux autorités actuelles, elle invite ces dernières à la mise en œuvre exacte du contenu de la charte de la transition. Faute de quoi, la société civile, selon elle, va assumer son rôle de veille et de contre-pouvoir. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a accordé ce mercredi en fin de matinée une audience à la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Emmanuela Delrey. Les échanges entre le président du Faso et son hôte ont porté sur les problématiques importantes sur le Burkina Faso et singulièrement sur les défis auxquels notre pays est confronté. Emmanuela Delrey a exprimé au chef de l'État la volonté de l'Union européenne de toujours rester aux côtés du peuple burkinabé. La représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel s'est réjouie de l'engagement des nouvelles autorités à trouver des solutions aux problèmes majeurs de notre pays. On écoute Emmanuela Delrey à sa sortie d'audience. Nous avons parlé de la Burkina Faso parce que le pays est pour l'Union européenne vraiment important. On pense que c'est fondamental dans la région du Sahel et on veut continuer à soutenir surtout la population qui est notre principale préoccupation. Avec le président, on a discuté de toutes les questions les plus importantes, les défis du Burkina et je dois dire que surtout je suis contente de voir qu'il y a des perspectives vraiment positives, qu'il y a la volonté certainement de répondre à ces défis et surtout avec le soutien de l'Union européenne qui est le partenaire le plus fiable. Le président a montré grande appréciation pour l'Union européenne et je dois dire que c'est un moment historique vraiment important pour le Burkina Faso. Je suis très content d'être ici pour accompagner cette période historique fondamentale pour le pays et surtout d'avoir discuté avec le président qui m'a montré son programme très intéressant. J'ai l'espoir que tout va bien et qu'il y aura un grand succès. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités pédagogiques, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC a initié des masterclass au profit de ses étudiants stagiaires en fin de formation. En cette année académique, les activités se tiennent en 3 phases du 22 février au 11 avril 2022. C'est une occasion pour les stagiaires de faire une immersion dans le monde professionnel et c'est dans le même cadre que les étudiants ont eu à échanger avec des acteurs du monde de la communication lors d'une conférence qui avait pour thème le développement des relations presse et des relations publiques dans l'organisation des événements. Mamidri Anakamabou, Sanata Siri. Dans son développement, Honoré Bambara, l'un des conférenciers du jour, a expliqué l'évolution de la stratégie de communication autour de son événementiel qu'est Miss Université. Une
communication qui est passée durant ces 20 années d'existence, de la presse écrite aux panneaux publicitaires, en passant par les spots publicitaires et sur les réseaux sociaux. Le promoteur de Miss Université dit trouver son compte dans la communication numérique. Quand on regarde notre projet Miss Université, on a assisté à 3 grandes phases. Il y a la phase de la communication diversifiée, il y a la phase de la communication sélective et il y a eu actuellement où nous sommes à l'ère de la communication numérique. Et aussi nous avons dit le choix que nous entretenons avec les différents médias en fonction des réalités et du moment. Ces réalités très souvent qui sont des réalités économiques et financières ou bien très souvent la réalité aussi est liée à la force du média qui est en vogue. Par exemple, actuellement, nous avons dit que nous sommes essentiellement digital parce que la communication digitale, quoique, c'est la communication qui est en train de prendre le dessus. Jean-Marie Nabi, promoteur du festival Afrobeat, s'est prêté au même exercice. Pour promouvoir son festival, Jean-Marie Nabi a fait appel à des professionnels de la communication. Nous avons couru pendant longtemps pour espérer avoir une interview, un petit article de présentation de cet événement afin que l'opinion publique puisse être informée, que les professionnels puissent savoir effectivement qu'il y a un festival qui est créé, que nous avons des ambitions culturelles assez grandes. Au-delà, il y avait aussi, je crois, M. Hervé Ola qui était responsable du desk culturel à l'Observateur, à travers l'Observateur Dimanche. Ce cadre de partage d'expérience a bien été apprécié par les stagiaires et étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ISICA. Certains ont profité de l'occasion pour soumettre leurs préoccupations aux conférenciers du jour. J'ai retenu que la communication est importante, sinon sine qua non pour n'importe quel événement. Et la communication joue un très grand rôle, que ce soit avant l'événement, pendant et après. Et peu importe l'année que l'événement tient, l'année et le nombre d'années de l'événement, on a toujours besoin de la communication. Et la communication aussi tient compte de tous les aspects, et que ce soit les moindres, des moindres aspects des détails aux grands aspects. Donc la communication est très importante et à prendre au sérieux. Le développement des relations presse et des relations publiques dans l'organisation des événementiels, c'est le thème qui a été développé par ces conférenciers lors de cette rencontre. Une masterclass qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités pédagogiques de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Face au conflit qui prévoit en Ukraine avec l'invasion de l'armée russe, un exode massif des populations est observé dans le pays de Volodymyr Zelensky. Vos médias leaders Trui TV et WattFM sont entrés en contact avec la communauté burkinabé vivant dans ce pays. Considérés pour la plupart comme des étudiants, ils ont dû fuir les combats par les moyens de fortune et bon nombre d'entre eux ont pu traverser à ce jour la frontière. Le point sur la situation de nos compatriotes en Ukraine dans ce reportage qui porte la signature de Serge Kabouré. À un moment où de nombreux Africains, pour la plupart des étudiants, tentent comme des centaines de milliers d'Ukrainiens de rejoindre par tous les moyens les pays voisins, la situation des étudiants burkinabés en Ukraine demeure toujours floue. Un état de fait que nous confirme Haruna Zongo, un expert en relations internationales et chercheur à l'Université nationale Ivan Franko de Lviv en Ukraine. Par ailleurs, premier responsable des Burkinabés vivant dans ce pays, Haruna Zongo affirme que pour l'heure, le soutien de l'État burkinabé a été moral. Aux premières heures, nous avons été contactés par l'ambassade de Burkina Faso à Moscou qui nous a envoyé une correspondance et par l'intermédiaire du conseiller Madame Ouedraogo qui a toujours relancé pour un soutien moral qui est très important dans ce genre de situation, qui nous a beaucoup soutenus et qui était resté à l'écoute de Ouagadougou pour la conduite à tenir. Jusqu'à l'heure, moralement, ils nous ont soutenus. Étant donné que d'autres étaient dans des situations un peu catastrophiques, avec des situations alarmantes, on attendait un soutien, même au niveau logistique, pour pouvoir amener les gens au niveau de la frontière ou, une fois traversé la frontière, pouvoir se déplacer. Surpris par le conflit avec l'invasion de la Russie en Ukraine, les étudiants burkinabés espéraient jusqu'aux premières heures que le pire soit évité. Comme tout le monde, la guerre nous a surpris. On voyait la guerre venir, mais on croyait dire comme faire que le peuple russe et le peuple ukrainien étant des peuples frères, on n'allait pas arriver à des bombardements
un conflit de ce genre. Et dès les premières heures, on a été réveillés par des bombardements. C'était du sauve qui peut. Il fallait chercher à se mettre à l'abri, à protéger ses collègues, à protéger ses amis, à protéger les familles. C'était très très difficile. Ces derniers jours, des accusations de comportement raciste à l'endroit des Africains aux frontières se sont multipliées. Fort heureusement, selon Haruna Zongo, la plupart des Burkinabés ont pu fuir la capitale ukrainienne et traverser les frontières avec les moyens de bord. Il fallait chercher à quitter le pays par tous les moyens, à traverser les frontières, à sauver nos vies, à sauver la vie de nos proches, chose qu'on a fait. Et par la grâce de Dieu, on a pu traverser les frontières. Et c'était un parcours du combattant où on passait des 3 jours, 4 jours à la frontière, sans abri, sans eau, sans rien, et laissés à leur propre sort. C'était vraiment très difficile. C'est donc dire que l'une des conséquences de l'invasion russe en Ukraine est le déplacement massif des personnes fuyant les attaques. Ils sont à ce jour plus de 660 000 personnes fuyant l'Ukraine qui ont afflué vers les pays voisins. Une situation inédite qui intervient à un moment où des scandales de racisme sont cités au niveau des frontières. Certains pays africains, à l'image du Ghana et de la Côte d'Ivoire, s'organisent pour l'évacuation de leurs ressortissants. Les autorités burkinabées sont ainsi interpellées à se pencher sur le sort des étudiants burkinabés en Ukraine. Le Parlement européen a adopté mardi une résolution favorable à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, appelant à imposer davantage de mesures restrictives à la Russie en riposte à son intervention militaire en Ukraine. Le texte a été approuvé par 637 voix pour, 13 contre et 26 abstentions, selon un communiqué publié par le Parlement européen. Les eurodéputés ont également demandé aux institutions européennes d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE et d'œuvrer à son intégration dans le marché unique européen, conformément à l'accord d'association existant entre Bruxelles et Kiev. Des députés européens drapés aux couleurs de l'Ukraine pour afficher leur soutien à Kiev. Alors que le président ukrainien est sous le feu des bombes, Volodymyr Zelensky s'est exprimé mardi devant le Parlement européen pour demander de l'aide et la solidarité de l'Union. Pouvez-vous imaginer que 2 missiles de croisière ont frappé la place de la Liberté, faisant des dizaines de victimes ? C'est le prix de la liberté. L'interprète du Parlement avait lui aussi du mal à cacher son émotion. We are fighting just for our land and for our freedom. Une émotion partagée dans l'hémicycle quand le président ukrainien a demandé l'adhésion de son pays à l'Union européenne. Nous avons prouvé notre force. Prouvez donc que vous êtes avec nous. Alors la vie l'emportera sur la mort et la lumière sur les ténèbres. Les eurodéputés ont adopté dans les heures suivantes une résolution pour demander à la Russie de mettre fin à la guerre. Ils appellent aussi l'Union à renforcer son aide humanitaire et à accorder le statut de candidat à l'Ukraine. Je pense qu'il y a des moments où il faut avoir le courage de faire des grands pas en avant. Et si vous regardez les élargissements précédents, il s'agissait toujours d'une décision politique liée à la sécurité et à la liberté. La résolution demande l'envoi supplémentaire d'armes défensives, mais sur ce point, certains parlementaires ont des réserves. Cela pourrait engager une escalade de la guerre. Cela deviendrait un conflit international et cela pourrait devenir une guerre de grande ampleur ou l'un des plus grands conflits en Europe qui implique d'autres pays. Devant le Parlement européen, des manifestants s'étaient rassemblés pour interpeller les responsables politiques. Un peu plus loin, le bleu et le jaune du drapeau ukrainien flottaient aux côtés du bleu et du jaune du drapeau européen.
Ouverture de la 6e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption hier 1er mars à Bamako. Une initiative de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption en partenariat avec le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres. Un projet financé par le Canada. Le thème de cette 6e édition est la corruption au sein de l'administration judiciaire, enjeux et défis. C'est le ministre de la Justice, Mamoudou Kassoké, qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence du président de l'Office de lutte contre l'enrichissement illicite. Compte rendu de notre correspondant au Mali, Bourema Solo. Pour la 6e année de suite, la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption tient sa semaine de la jeunesse contre le fléau. Une initiative des jeunes saluée par le président de l'Office de lutte contre l'enrichissement illicite, Dr Mouni Guindo, qui estime que la corruption est à la base de l'insécurité au Mali. Il y a quelques semaines, des zones entières au Mali étaient la cible de plusieurs groupes terroristes. Ces groupes infligeaient en tout cas toutes sortes d'atrocités aux populations civiles, vulnérables et sans défense. Ces violences se traduisent par le terrorisme, par un banditisme transfrontalier, le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic de migrants et toutes autres sortes de criminalité. Il est clair pour nous que ces violences sont les conséquences de la corruption qui est endémique au Mali. Elles sont les conséquences de l'impunité qui, avec la corruption endémique, a gangréné la société malienne et constitue de ce fait un obstacle à son épanouissement. La cérémonie d'ouverture de cette 6e édition de la Semaine contre la corruption a été présidée par le ministre de la Justice, Mamoudou Kassoké. Pour le garde des Sceaux, les autorités de la transition sont déterminées à combattre la corruption malgré les difficultés. Malgré les difficultés réelles que notre pays rencontre dans la lutte contre la corruption, au regard d'une analyse historique et structurelle du phénomène, les plus hautes autorités de la transition ont marqué leur détermination à lutter contre toutes les formes de dilapidation et d'atteinte aux biens publics en mettant au centre de leur action le renforcement du dispositif de renseignement et la réadaptation du cadre institutionnel pour obtenir de meilleures réponses judiciaires face à l'étendue et à la profondeur du fléau. Et le ministre Mamoudou Kassoké d'expliquer l'importance de la mise en place d'un nouvel organe pôle économique robuste dans la lutte contre la délinquance financière. C'est en cela qu'il a été créé un pôle national économique et financier, doté d'une compétence nationale et dirigé par un procureur spécial dont les moyens d'intervention sont aussi efficaces que pratiques pour une meilleure sauvegarde des intérêts de l'État face aux manœuvres des fossoyeurs des ressources publiques. Durant une semaine, les panélistes vont se succéder à Bamako et dans les capitales régionales pour débattre du fléau, mais surtout autour du thème central, la corruption au sein de l'administration judiciaire, enjeux et défis. C'est la fin de ce journal. Merci encore de l'avoir suivi. Excellente suite en compagnie de Trui TV. À demain 20h pour un autre journal. Portez-vous bien. Bonsoir.